Bonjour, je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose en particulier? Oui, nous sommes des élèves dans un collège à Ghana et nous travaillons sur la Seconde Guerre mondiale, plus précisément sur l'école et la résistance. Et nous avons vu que vous avez de beaux objets. Oui, je devrais avoir deux, trois petites choses qui devraient pouvoir vous intéresser. Moi-même, je suis passionnée par cette période et ma famille s'est engagée dans un réseau de la résistance nommé Alliance pendant la Seconde Guerre. Pouvez-vous nous en raconter plus? Oui, ma grand-mère a eu un destin aussi tragique que héroïque. Figurez-vous que j'ai c'est une photo d'elle. Je vais aller vous la chercher. Elle s'appelait Marie-Jeanne. Elle était institutrice au début de la guerre à Pérols dans l'Allier. Pétain a obtenu les pleins pouvoirs en juillet 1940. C'était le chef de l'État français. L'autoritarisme prenait place. Pour lui, les jeunes n'étaient pas prêts mentalement à la guerre. L'école était jugée responsable de ne pas leur avoir transmis les valeurs nécessaires. La question scolaire devenait centrale. Ma grand-mère était donc en zone libre, très proche de Vichy, qui souhaitait appliquer la révolution nationale à l'école. Sortez vos plumes et vos cahiers. Voici tout d'abord la morale du jour. Il faut mériter son bonheur en secourant toutes les misères. La dictée de ce jour sera le chalutier. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Chers élèves, dans ce contexte particulier, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire, avec du travail, du courage, de la bravoure. Nous sommes en zone libre, en zone rurale. Le rationnement est en place, mais nous avons encore la chance à la cantine de ne pas être trop affectés par les pénuries alimentaires grâce aux récoltes. En revanche, je serai cette année intransigeant avec les restrictions de papier. Utilisez tout l'espace de vos feuilles, de la marge, au bas de page. Enfin, j'attends de votre part une dévotion totale envers notre maréchal. Il a été à nos côtés lors des jours glorieux, il reste à nos côtés pendant les jours sombres. Pour l'honorer, chaque matin, vous devrez élever les couleurs de la France en entonnant « Maréchal, nous voilà ». Son portrait est affiché dans toutes les salles de classe, où il peut voir la jeunesse française relever le pays ou la jeter le Front populaire. Chaque année, vous serez tenu d'écouter ces discours radiodiffusés et vous devrez participer à un concours de dessin à Noël pour faire plaisir à notre héros. Je vous laisse maintenant avec Madame Bouteille pour votre première dictée de l'année, où vous reprendrez un de ses discours. Attention à vos fautes si vous voulez obtenir de bons points à l'effigie du père de la nation. Asseyez-vous. Je choisis le thème de la dictée. Et ce sera le chalutier. C'est fou comme les enfants étaient contrôlés et embrigadés à l'époque. Un vrai folklore pour rendre hommage au maréchal. Enfin bon. C'est plutôt au niveau de l'enseignement qu'il y a eu des réactions et variées au niveau des instituteurs. Donc il y a certains qui vont soutenir et obéir. Et puis d'autres, comme ma grand-mère, qui vont s'opposer, mais de façon pacifique, pour évidemment éviter l'arrestation. Chers élèves, en cette nouvelle rentrée 1941, notre sauveur, le maréchal Pétain, s'adresse à vous. Silence!
Le discours va bientôt commencer. Écoutez-le attentivement et ne retenez qu'une seule chose. Travail, famille, patrie. En octobre 1941, à Périgny, petite commune rurale de l'Allier, Pétain se rend en personne face à la jeunesse. Il veut donner une importance nationale à cette visite. Alors, le discours est radiodiffusé au même moment dans toutes les écoles françaises. C'est une tentative pour transmettre la morale de Vichy. Le salut de la France. Je tiens à dire que ce salut est d'abord entre nos mains. Vichy souhaite aussi réformer les enseignements. Taisez-vous! Le sport pour former des hommes forts, l'enseignement ménager pour encourager les filles à devenir de futures mères, transmettre les valeurs catholiques avec la religion, le roman national avec les héros de l'histoire, ou encore faire des travaux agricoles. Mais la réalité n'était pas la même partout, selon les zones géographiques. À l'école, les enfants vivent un quotidien de plus en plus difficile. Rationnement, pénurie, froid, faim et fatigue. À Pérols, en pratique, il est bien difficile d'avoir accès à de nouveaux manuels, ou même encore au terrain sportif. Ah, 1942, une année charnière. Le refus enseignant s'intensifie pour lutter de l'intérieur, pour protéger l'école. Les élèves sont encore jeunes pour comprendre les enjeux, mais leur insouciance les rend imaginatifs, avec de petits actes de rébellion comme des graffitis favorables au général de Gaulle. Mais, pour Marie-Jeanne, l'école n'est qu'un petit levier aux actes de désobéissance isolés. C'est en février 1942 qu'elle entre en résistance dans le réseau Alliance, comme agent de liaison par l'intermédiaire de Jean, son père. Ils vont surtout fabriquer de faux papiers, héberger des fugitifs comme Claude Étier de Bois-Lambert, qui s'est évadé de la prison de Gannat. D'autres vont sauver des enfants persécutés, cacher des enfants juifs. Ça fait des mois que je n'ai pas vu Sarah. Pourquoi n'est-elle pas là cette rentrée? Au village, on dit qu'une nuit d'été, des policiers sont allés chercher sa famille. Tu sais pourquoi les policiers emmenaient Sarah et sa famille? J'ai entendu dire qu'ils étaient juifs, et depuis qu'ils portaient une étoile, ils étaient visibles. À partir de 1942, les mesures de répression s'intensifient contre les juifs français, en zone sud notamment, contre les enfants. Les rafles antisémites se multiplient dès l'été. Les autorités françaises arrêtent, internent et déportent ces hommes, ces femmes et ces enfants. Des actions de sauvetage clandestines seront conduites par certaines institutions scolaires. Ma grand-mère, elle aussi, est arrêtée en avril 1943 pour ses actes de résistance. Emprisonnée à la Malcoiffée, à Moulins, transférée à Compiègne, elle est déportée à Ravensbrück en janvier 1944. Elle est libérée en mai 1945, mais son traumatisme est resté important. Vous vous rendez compte, grâce à la résistance et aux instituteurs comme elle, la France a pu être libérée. Et oui, c'est grâce à l'école essentiellement et la résistance qu'on a pu finalement en sortir. Mais c'est surtout aussi au niveau universitaire. C'est les étudiants qui se sont le plus investis. Suite à l'annexion allemande en juin 1940, l'université de Strasbourg convainc Vichy de maintenir ouverte son université française à Clermont-Ferrand. Les étudiants alsaciens et auvergnats suivent ensemble les cours des professeurs des deux universités. L'esprit de résistance des universitaires et des enseignants s'active avec des attentats, des protestations et des actes de désobéissance. La Gestapo s'installe au 2 bis avenue de Royat et multiplie les vagues de répression contre eux, pensant que l'Alsace est un problème. François Marzolf, étudiant strasbourgeois en droit, résistant dans l'ORA, organisation de la résistance armée, est arrêté en février 1943 et emprisonné à la prison militaire du 92e. On ne sait pas exactement, historiquement, pour quelle action de résistance. Il échange une intense correspondance avec sa petite amie,
Jacqueline Joudot, étudiante en sciences à Clermont. Celle-ci lui apprend à attendre un enfant de lui. François est interrogé, torturé et condamné à mort en mars 1944. Sachant ce jugement prononcé, il veut reconnaître son enfant et demande aux Allemands de se marier avec Jacqueline. Ma petite Jackie chérie, je reçois à l'instant ta lettre du 25 avril en demandant mon consentement à notre mariage. Je suis d'accord pour tout. Je m'en remets entièrement à maman et à toi pour tout ce qui concerne notre mariage. Maman pourra t'aider et j'en suis rassuré. Je me porte toujours très bien et suis sans cesse en pensée avec toi, mon amour que j'aime de tout mon cœur. J'attends avec courage l'heureux moment où je pourrai de nouveau te serrer dans mes bras. Le 10 mai 1944 marque une journée aussi belle que tragique. Nos jeunes amoureux s'unissent au 92e. François est exécuté peu après, heureux d'avoir servi son pays. Reste courageuse. J'espère que l'accouchement se passera bien. Je te quitte, ma petite Jackie chérie, en t'embrassant bien tendrement. L'esprit de résistance de l'université est meurtri par les rafles de 1943. 800 étudiants sont interpellés le 25 novembre 1943. C'est la plus grande rafle des universités françaises, ordonnée par l'occupant et Vichy, orchestrée par Georges Mathieu, résistant qui est entré dans la Gestapo et a fait le choix des 350 étudiants environ à arrêter. Ce moment marque l'histoire de l'université et impose des destins différents entre emprisonnement, déportation, camps de concentration ou centres d'extermination. Arlette Lévy, étudiante juive, est internée au 92e avant d'être déportée à Auschwitz-Birkenau en janvier 1944, d'où elle est libérée quelque temps plus tard. Véritable mémoire vivante, elle a jusqu'en août 2022 témoigné et mise en lumière cette histoire à ne pas oublier. Waouh, il est vraiment important de se souvenir de ceux qui se sont battus pour la liberté et la dignité humaine. Ne jamais les oublier et faire vivre la mémoire de ces événements tragiques. Oui, honorer leur mémoire pour la lutte, la liberté et la justice. Mais je me pose une question. Comment on a pu arriver à reprendre l'école, l'université, telle qu'on la connaît aujourd'hui après la guerre? Marc Bloch, un historien, a dès 1943 réfléchi sur l'avenir de l'école. Il publie clandestinement dans les cahiers politiques ses préoccupations pour l'enseignement. Il souhaite que tous les enfants puissent accéder à la culture, mettre fin au bachotage et investir davantage de moyens pour l'instruction. En 1944, la commission Dury joue un rôle important pour l'école de l'après-guerre, une vraie révolution. Elle vise à démocratiser l'enseignement et aboutit à la création de votre école unique pour tous. Dans ce pays assommé par la défaite et l'occupation, des pionniers de la résistance ont conservé l'espoir pour agir et penser les fondements de votre système scolaire et universitaire. Un immense merci pour tout ce que vous nous avez appris. J'admire ces personnes qui se sont battues pour l'avenir de la France. Merci beaucoup pour vos informations. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Ils ont vécu le pire, l'inimaginable, et ils ont continué à se battre, ne pas abandonner. Il est nécessaire de faire vivre la mémoire de ce passé. Ils seront encore tous là, tant que l'on pensera à eux. Ils ne tomberont pas dans l'oubli. Je vous dis merci de garder leur flamme en vie, celle de ma grand-mère, de François, et tous ces résistants de l'ombre et de la lumière. Quand on rentrait à l'école, on rentrait deux par deux.
Et on se mettait à côté du bureau, on attendait que la maîtresse rentre et asseyez-vous. Il fallait attendre. Et il nous fallait chanter Maréchal, nous voilà. On serait fusillés si on chantait la Marseillaise. Hein. On ne se rendait pas compte sur le moment. Non, ça savait pas. C'est après coup qu'on a vu qu'on en avait arrêté certains et on n'a pas levé le petit doigt pour les cacher. Et puis on ne savait pas aussi ce qui se passait dans les camps. Ah ben non, c'était tout caché. Et non, on disait on les amène dans des camps pour les faire travailler. C'était un dimanche, on était à table avec mes parents, la tête était grande ouverte. Je dis à mon père, tiens, je viens de voir passer une voiture noire. Dans une voiture... Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit que j'ai vu passer une voiture noire. Et je crois bien qu'il y avait un drapeau. Oh, tu racontes des conneries. Non, ben, pas des conneries, on ne parlait pas comme ça. Après, une deuxième a passé avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Mon père dit, ça y est, c'est la libération. Allez, hop, on est descendu à Clermont. Sur la place de Georges, c'était noir de monde. Alors là, j'ai entendu la Marseillaise. Et c'était la première fois depuis le début de la guerre. Je ne savais pas ce que c'était. Bon, là, mon père dit, chante là, mais moi, je ne savais pas. Je l'avais jamais entendu. Et là, les gens étaient contents, ils s'embrassaient. C'était l'euphorie. Tout le monde avait le sourire. Ah, ça, j'en ai un grand souvenir de ça. Hein.